Justement, réversibilité et exemple concret. J'ai des questions qui arrivent comme celle-ci par SMS. Je vous en donnais deux d'affilée qu'on va regrouper un petit peu. Comment fera-t-on si un déchet placé tout au fond d'une galerie commence à fuir et qu'on veut le récupérer? Et une autre question qui dit, de Raymond Chaussin, qui nous est arrivé par mail: pour récupérer les colis, il faudra périodiquement les manipuler pour s'assurer que les mécanismes sont toujours opérationnels, tout comme par exemple les matériels de sécurité comme les vannes, clapets, etc., qui se bloquent si on ne les manipule pas périodiquement. Est-ce que ça c'est pris en compte? Oui, donc très concrètement, aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà réalisé un certain nombre d'essais technologiques qui ont permis de vérifier la capacité sur le plan industriel à réaliser ces opérations. Et ce que nous avons indiqué, c'est que ces essais, nous les referons dans CIGEO avant sa mise en service pour vérifier que tout se passe bien comme on l'a décrit dans le centre de stockage. Et on pourra également, si on le souhaite, pérenniser ces essais pendant l'exploitation du centre de stockage pour vérifier que cette fonction de récupérabilité est maintenue. Donc après, très concrètement, effectivement, si un jour on devait se poser la question de retirer des colis dans une alvéole, eh bien aujourd'hui, l'ANDRA a étudié des procédés qui permettent de retirer colis par colis, de les contrôler et de réaliser ces opérations. Alors ça fait beaucoup réagir. Oui, mais Monique Senet, parce que c'est vraiment tout la d'abord. théorie. Oui. En réalité, bien sûr, on va vérifier une vanne, mais même dans une centrale nucléaire, on sait que de temps en temps, elle ne marche pas. Et voilà, et qu'il faut la changer. Or, par le fond, c'est pas évident qu'on pourra, surtout si on a fermé l'alvéole et qu'on est obligé de la rouvrir. David Donc voilà, Boilet. donc il y a quelque chose qui va pas dans cette façon de présenter les choses. Et ce qui va pas non plus, c'est après de parler de passif. Parce que qu'est-ce que ça veut dire une surveillance passive? Excusez-moi, ça veut dire que c'est fait par personne. C'est-à-dire que c'est uniquement le fait que c'est englobé dans la couche d'argile qui fait que ça tient. Eh bien oui, mais on ne peut plus vérifier. Puisque la seule chose qui va nous permettre de vérifier, c'est quand le radionucléide va arriver quelque part. Et il n'y a pas de solution pour que ça ne revienne pas dans l'environnement. Les colis ne sont pas éternels. En réalité, au cours du fil du temps, ils se déliteront et effectivement, ils seront léchés par l'eau. Et à ce moment-là, le radionucléide repartiront. Et bon, il y a un moment, je ne peux même pas dire quand, mais à un moment donné, eh bien, ça reviendra dans la sphère. Et les gens ils sont, On l'a et on ne évalué, peut cet pas savoir impact-là, on l'a à quel évalué, moment. et c'est là qu'intervient toute la notion du Oui, concept de mais alors, stockage et géologique. arrêtez de me Si, parler des si. scientifiques qui font des calculs. Je suis désolé, mais enfin sur ce sujet-là, on est obligé aussi d'accepter qu'il y ait des gens qui s'appellent des scientifiques qui étudient la question. Après, il y a différentes façons de l'aborder, etc. Et donc, je voudrais juste rappeler qu'effectivement, c'est bien parce que les colis ne sont pas inaltérables qu'on va chercher une couche géologique avec des propriétés très favorables pour assurer le confinement à très long terme. Et qu'aujourd'hui, ce que nous avons montré, c'est que l'impact à très long terme du stockage, il se situe à l'horizon de plusieurs centaines de milliers d'années et qui reste inférieur à l'impact de la radioactivité naturelle. Donc, c'est d'où l'importance de la couche géologique dans laquelle on s'est placé. C'est David exactement Boilet, ce vous qu'on étiez. constate avec toutes les mines quand elles s'effondrent. Une mine, ça n'a Et rien à voir et avec un Alors, centre de oui, stockage. bah, ça va. je vous arrête C'est tout de la même suite parce chose. que c'est Non, voilà. c'est pas la même chose. Bon, alors Vous, ça, vous n'allez garanti pas que vous oui. mettre d'accord sur le fait qu'une mine de sel et Une qu'une mine, couche géologique d'argile, ce c'est qui pas est la même important, chose. c'est le Je matériau vous qu'on arrête tout de retire. suite. Je vous arrête L'argile, tout de c'est ce suite. qu'on Monsieur laisse. Boilet voulait aussi porter une petite contestation à ce que vous venez de dire. C'est que la réponse de l'ANDRA, elle est que technique. Mais on ne sait pas qui va prendre la décision, sur quels critères on va décider que ce colis, il faut aller le rechercher ou pas le rechercher. Qui va prendre la décision? Il n'y a rien dans les dossiers. C'est on va décider. C'est qui le on? Quelles garanties sont apportées aux populations riveraines, à la société, d'avoir un pouvoir d'influencer les décisions? Et ça, il n'y a rien qui est dit. Et c'est bien la question justement que l'on pose en disant on propose des rendez-vous, on propose d'instruire Oui, des mais il décisions. n'y a Et c'est rien le dans vos sujet. rendez-vous. Non, Vous c'est dites pas pas à nous comment de la définir, c'est population. au Parlement. C'est l'objet de la future loi qui Ouais. définira les conditions de réversibilité, justement, de mettre en place ce processus. Et je note que nous nous rejoignons sur ce point-là, qui est à la fois un aspect technique, mais également un enjeu. Comment est-ce qu'on va associer les différentes parties Oui, prenantes mais aux décisions? l'histoire montre que vous vous moquez de la vie des populations, sauf pour la couleur des volets. Je vous l'accorde. Et comment répartir l'argent, Monsieur Boilet, comment répartir Le l'argent? débat est de plus haute volée que ce que vous dites. Et les populations, Alors, vous c'est vous des en moquez. géraniums. Alors, géranium, mais au CSM, vous vous moquez Ouais. complètement des riverains. Je suis bien Là, discipliné, Voilà, j'attends la Monsieur parole. Bénus, qui est très discipliné, va avoir la Donc, parole, parce que là, pour l'instant, il y a deux propos qui Euh, sont Pour irréconciliables. répondre encore une fois à la question de notre internaute qui a posé une question vraiment intéressante, c'est effectivement comment on va Comment on fait rechercher un colis au bout. Avant de le rechercher, il faut le détecter. Et il est illusoire de dire que tous les colis sont retirés, hein, et pour voir comment ils
sont, etc. Il peut y avoir des campagnes, ça c'est vrai, pour vérifier l'état des colis. Je ne crois pas que tout sera retiré, c'est pas vrai. D'ailleurs, dans les entreposages actuels, c'est pas le cas. Les entreposages, ils sont destinés à être vidés. Ils sont surveillés, par exemple, les colis sont surveillés par des systèmes de caméras, pour voir un peu leur état. Il y a une surveillance de l'atmosphère des alvéoles dans lequel ils sont entreposés pour détecter s'il y a de la radioactivité qui sort, mais ils ne sont pas ressortis des puits d'entreposage pour être examinés tous les ans. C'est pas vrai. Donc là, je pense qu'on sera dans un système à peu près équivalent. La vraie question, c'est quels critères ? C'est-à-dire comment on s'assure que le colis, au fond, il fuit ou il ne fuit pas ? S'il fuit, il faut faire quelque chose. S'il fuit bien avant que ce soit attendu, il faut faire quelque chose. Et la vraie question, et là, effectivement, je crois qu'il n'y a pas encore... Le tour n'a pas été fait dans les dossiers. C'est des questions qui doivent être instruites maintenant, enfin à venir, qui doivent être portées dans le dossier que déposera l'ANDRA sur la demande d'autorisation de stockage. C'est une question clé. Quels sont les critères qui permettent de dire mon système fonctionne comme prévu ou pas ? J'ajoute encore une fois que dans mon idée, ça n'a qu'une durée limitée. Encore une fois, dans mon propos, je ne dis pas du tout que cette possibilité de récupération, elle soit possible pendant 10 000 ans. Ce n'est pas vrai. À l'échelle du siècle, on peut imaginer que ça le soit. Et il faut se doter des moyens. De la même manière, si le stockage est fermé, c'est fini. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans une situation réversible. Mais pendant quand même un siècle où le stockage doit rester ouvert ou au moins partiellement ouvert, ces critères, ils doivent être définis, les moyens opérationnels doivent être définis pour savoir comment on fait pour décider d'aller les chercher. À ce moment-là, à mon avis, on rentre dans un processus qui est assez classique, qui est d'obliger, c'est-à-dire les pouvoirs publics obligent l'exploitant à surveiller son installation, à détecter les fuites et à l'obliger, c'est le cas échéant, à retirer. Et tout ça, bien sûr, avec... la décision, elle est à ce niveau-là. La consultation des populations et l'implication des populations dans cette décision, c'est également un processus auquel il faut réfléchir. Les populations à l'instant, auront oublié. N'oublie pas que ce n'est pas les générations actuelles, c'est les autres. Je rajoute, puisque je n'ai pas parlé beaucoup jusque-là, que pour la première partie, les vannes qui se bloquent, etc., ce qu'il faut savoir, c'est en milieu minier, il faut toujours concevoir les systèmes interchangeables. C'est-à-dire qu'en gros, il faut pas imaginer que les équipements vont durer éternellement. Et il faut être vraiment dans la conception, il faut prévoir qu'ils vont avoir des défaillances et pouvoir les remplacer facilement. Ça, c'est vraiment un principe minier essentiel et que l'ANDRA, je pense, prend en compte et doit appliquer. Voilà, Claude Bernet voudrait prendre la parole. Ouais, un mot simplement, vous voyez que je n'interviens pas beaucoup, mais là, il est question d'un sujet de débat public. On a évoqué il y a quelques minutes, je vous écoutais parler en fait de la gouvernance du dispositif. La gouvernance de la réversibilité, mais au fond la gouvernance de l'ensemble du dispositif. Et je veux dire, s'il y a un sujet de débat public peut-être plus intéressant que la couleur des volets, c'est bien la gouvernance. Et je voudrais indiquer que la Commission est en train de réfléchir à ce qui sera sans doute un dernier débat contradictoire à la fin novembre ou au début décembre, qui sera consacré justement au problème de la gouvernance. Moi, je voudrais reprendre sur déjà une question assez concrète, qui est la question du financement de la réversibilité, parce que vous avez commencé à aborder l'un et l'autre le fait qu'il faut les moyens, mais il faut aussi les moyens financiers de le faire. Catherine Wittkock qui nous pose cette question. Qu'est-ce qui nous garantit que le financement de la réversibilité sera assuré sur une très longue période ? Thibault Labalette. Donc effectivement, ça c'est une question très importante qui, à mon avis, relèvera in fine de la future loi qui définira les conditions de réversibilité. Alors, d'où ce que l'on a proposé en 2013, et on est tout à fait ouvert à avoir les différents retours sur ces propositions, c'est d'essayer de faire un partage équitable du financement de la réversibilité entre les générations actuelles et les générations futures. Les générations actuelles, qu'est-ce qu'elles vont financer ? Eh bien, si la décision de créer CIGEO est prise, elles vont financer l'ensemble des infrastructures qui permettent de mettre en sécurité de manière définitive les déchets radioactifs. Et en finançant ces infrastructures, elles vont aussi financer l'ensemble des dispositions que l'on prévoit d'ores et déjà pour faciliter le retrait éventuel des colis et que j'ai expliqué tout à l'heure.
et qui ne sont pas tout à fait négligeables, puisqu'on estime aujourd'hui de l'ordre de quelques pourcents, peut-être 10% du coût de la construction de ces ouvrages, qui est lié à ces dispositions, au fait qu'on va rajouter plus de béton, plus d'acier, etc. dans nos ouvrages. Après, se pose la question d'une opération de retrait. Comment est-ce qu'elle serait financée le moment venu ? Et donc là, la proposition que l'on fait, c'est de dire, comme on a bien vu que derrière ça, il y a une analyse de critères à faire, est-ce qu'on met en œuvre une opération de retrait ou pas, et qu'elle devrait être examinée au cas par cas. Ce que l'on a proposé, c'est que ce soit les générations suivantes qui assument le moment venu cette responsabilité, puisqu'elles décideraient de changer d'orientation par rapport à celle qui a été mise en œuvre. Mais de notre point de vue, le fait qu'on ait financé au départ des dispositions pour faciliter le retrait limite cette charge qu'on laisse aux générations suivantes. La Monique Senet commission voulait Turpin intervenir. avait justement étudié la possibilité de retirer les colis. Et effectivement, elle est arrivée à la conclusion que ça serait, dans l'état actuel des connaissances, difficile d'assurer la radioprotection des travailleurs, mais que par ailleurs, il n'y avait pas d'exutoire pour ce qu'on allait retirer. Dans ces conditions, elle a préféré que ça reste sur place parce que, effectivement, mais elle avait quand même donné un avis là-dessus. Donc ça, elle avait donné un avis. Et quand on prend un certain nombre d'endroits, Stocamine, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est la même chose. En fait, on ferme tout parce qu'on n'est pas capable de le refaire. Et là, on vous dit, on l'a prévu. S'il y a quelque chose qui fuit, on pourra y aller. Mais quand on aura commencé à fermer, il y a un moment où on ne pourra plus aller. Et donc, on n'ira pas. Puis c'est tout. On fermera. Claude Bernet n'est pas... Une question peut-être pour nos internautes et pour nous tous d'ailleurs, en tout cas, Oui. de vous. Qu'est-ce que c'était la commission Turpin? La commission Turpin, elle avait été créée par le gouvernement à l'époque, c'est-à-dire par Madame Lepage, en fait, qui était ministre de l'Environnement à cette époque. Et c'était pour regarder, justement, être capable de donner l'inventaire du site. Parce qu'on ne connaissait même pas Du cet centre de stockage inventaire de la du Manche. centre de stockage. On ne savait pas ce qu'il y avait dedans exactement. Donc, l'inventaire a été fait par cette commission et Avec la commission. la commission Turpin a Avec fait l'ANDRA. l'inventaire. Ah, bien sûr, avec l'ANDRA. On avait besoin d'avoir accès au dossier quand même. Et donc, on a tout revu. On a essayé de mettre en évidence, justement, on a pu mettre en évidence qu'il y avait du plutonium sur ce site et qu'en plus, il était à des périodes données. Donc, il se trouvait à des endroits assez déterminés. Bon. Et ce qui a été aussi examiné, c'est la couverture. Et c'est vrai que la commission Turpin, le vallonné, elle n'avait pas aimé parce qu'elle s'était dit qu'il y aurait un rassemblement d'eau par endroit. Par ailleurs, elle avait dit que les pentes étaient trop raides et que ça provoquerait probablement des éboulements. C'est bien ce qui s'est produit et pour le moment, il n'a pas été pris en charge la remise en état du site. Donc voilà. Et c'est un mauvais exemple pour la suite. Désolé. Mais je ne dis pas que c'est ce qui se passera à Bure. Non, non, là, Hein, il je ne peux faut- pas prendre il faudrait qu'on l'avis reste, des, voilà, des commissions, enfin, je ne peux pas prendre l'avis des générations futures. Et si vous le Si permettez, c'est je voudrais qu'on fermé reste en centré sur 1150. CIGEO, parce qu'on pourrait aussi faire beaucoup de débats sur les Désolé, autres. ça n'est pas un sur les autres sites. Aujourd'hui, il y a effectivement des travaux pour adoucir les pentes et rendre plus pérenne la couverture qui sont bien financés par l'ANDRA aujourd'hui. Ouais, Donc, c'est il nous bien a fallu 20 ans. Alors moi, je vais revenir à CIGEO. Vous vouliez juste intervenir très rapidement, voilà, parce que là, j'ai une question un petit peu piquante, disons, de Monsieur Cazin de Doulin-Court-Secours, qui nous dit lors de la visite de la galerie profonde à Bure, un responsable nous a affirmé que techniquement, la réversibilité serait impossible. Ce spécialiste des tunnels est en contradiction avec les affirmations de l'ANDRA. C'est une question qui revient souvent, celle-ci. Oui. Alors, il se trouve que par le passé, dans des expériences antérieures, je m'occupais d'équipements d'infrastructures, de génie civil, tunnels. etc. Aujourd'hui, quand même, il faut savoir que le tunnel de la Manche, on ne parle pas du centre de stockage de la Manche, on parle du tunnel sous la Manche, c'est un ouvrage qui a été construit pour fonctionner pendant 100 ans, au moins. Donc aujourd'hui, le génie civil, on sait construire des ouvrages qui tiennent au moins sur cette période-là. D'accord ? Très concrètement, qu'est-ce que c'est notre système de stockage ? Si on construit un tunnel avec un revêtement épais qui va tenir pendant toute cette durée, et on vient y placer des boîtes en béton, d'accord ?
auquel on ménage des vides pour pouvoir y revenir. Donc sur le plan technique, la récupérabilité, bien sûr, il y a plein de petites choses à examiner. Elle me paraît néanmoins relativement simple, et en tout cas plus simple que des opérations beaucoup plus complexes qu'on est capable de faire dans d'autres industries, quand on fait du démantèlement, quand on fait de l'intervention d'une centrale nucléaire. Nous, CIGEO, fondamentalement, qu'est-ce que l'on fait? C'est des procédés de manutention, c'est-à-dire qu'on reçoit des colis en surface, on les transfère de manière sûre en souterrain, on vient les placer dans un tunnel en stockage. C'est de la mécanique lourde, un petit peu type... parfois, on nous compare à machinerie agricole, ce qu'on fait. Il faut que ce soit simple, robuste et facilement maintenable. François Vénus, vous voulez intervenir sur, Ouais, sur les tunneliers. D'accord globalement avec Thibault Labalette, mais en relativisant un peu son optimisme sur des dimensionnements, ce qu'on appelle les dimensionnements, c'est-à-dire la conception des revêtements de manière à ce qu'ils résistent aux pressions de la roche, par exemple. Parce que si un stockage doit être réversible pour récupérer les colis, il ne faut pas que le tunnel s'effondre. Effectivement, on sait faire des dimensionnements sur des longues durées. Mais généralement, on les vérifie. On les mesure. Et s'il y a un dégât, on essaye d'y remédier. La plupart des tunnels, la plupart des ouvrages d'art sont bien conçus parce qu'ils résistent dans le temps. Enfin, il y en a beaucoup qui sont bien conçus et qui résistent au-delà du siècle, je suis bien d'accord. Mais c'est assorti quand même d'une surveillance et d'actions de maintenance. Donc la clé, encore une fois, j'y reviens, c'est pour assurer une récupérabilité, il faut bien dimensionner. Ça me paraît possible, comme l'a dit Thibault Labalette, mais il faut aussi vérifier que ça ne dérive pas et être capable d'intervenir. Être capable d'intervenir, c'est si dans une alvéole de stockage, il faut intervenir, il faut d'abord pouvoir retirer les colis, les mettre quelque part et ensuite réparer ce qui a été vu. Donc je martèle un peu ce message, mais encore une fois, la surveillance de paramètres clés d'évolution, c'est la clé de voûte de la réversibilité. Et ça, c'est des choses sur lesquelles demain, on a des attentes fortes. David Boilet, Monique Senet, vous vouliez intervenir? Je suis d'accord, là, pour le coup, c'est vraiment la clé. Or, mon problème, c'est à quel moment on va commencer quand même à fermer, même s'il y a des rendez-vous. Parce que inexorablement, on va donner un rendez-vous dans 20 ans, etc. Et ça, à ce moment-là, il y a des portions qui ne seront plus accessibles. Et des internautes, d'ailleurs, nous demandent par mail, comme Cécile Blandé, est-ce qu'on pourra récupérer un colis même après la fermeture? Et pourquoi 100 ans de réversibilité et pas davantage? Donc le pourquoi 100 ans, effectivement, je l'ai rappelé, il est écrit dans la loi 2006 aujourd'hui, et il se fonde, on va dire, sur les meilleures techniques qui existent aujourd'hui. Quand on dit 100 ans, ça ne veut pas dire qu'au bout de 101 ans, d'un seul coup, l'ouvrage, il ne marche plus, etc. Et donc je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Via la surveillance, via l'observation des ouvrages, régulièrement, on pourra réévaluer les conditions de réversibilité du stockage. Concernant la question de la réversibilité après fermeture, Mais j'y arrive. La réversibilité après fermeture, c'est votre question. Je pense qu'il ne faut pas se tromper d'exercice. Le but du stockage, si on nous demande d'étudier ce centre de stockage, c'est de créer de la sûreté à très long terme. Et pour assurer cette sûreté à très long terme, c'est pour ça qu'on va se mettre à 500 mètres de profondeur, au milieu d'une couche d'argile extrêmement imperméable. Et c'est pour cela qu'à un moment, et les générations futures décideront quand, on sera amené à venir refermer les alvéoles puis les galeries. Et l'ANDRA, elle l'a écrit très clairement, elle a dit effectivement, à partir du moment où on mettra en œuvre ces opérations, là, la réversibilité deviendra beaucoup plus complexe. D'accord. Alors, on peut toujours dire, on reviendrait après avec des techniques minières de type ce qu'on fait dans les mines souterraines, etc. Mais c'est complètement antinomique avec le point de départ qui est de dire on cherche à protéger, à confiner via l'argile, via les dispositifs de fermeture qu'on met en place. Donc ça serait un petit peu dommage d'avoir travaillé sur cette solution pendant 100 ans, d'avoir pris extrêmement de précautions pour tout bien construire, pour garantir la sûreté à très long terme, et après venir après tout recasser pour briser ces barrières de confinement. Et donc très clairement, la réversibilité, elle n'est pas conçue dans l'objectif de dire dans 100 ans ou 200 ans, 300 ans, on ressort tout pour faire autre chose. Si on veut faire ça, là, il vaut mieux laisser les déchets radioactifs dans des entrepôts dont c'est la fonction. Mais quelle est la différence entre un entrepôt et un stockage? Un entrepôt, vous y placez des déchets radioactifs et après, vous avez l'obligation de venir les récupérer, de venir les ressortir. Si vous les laissez dans l'entrepôt et que vous n'assurez plus la surveillance de l'entrepôt, au bout d'un moment, ça aura des conséquences sur l'environnement qui ne seront pas acceptables.
Le principe du stockage réversible, c'est qu'on préserve cette possibilité, effectivement, pendant toute la phase d'exploitation, de pouvoir ressortir les colis de déchets, si nécessaire, mais c'est une installation qui peut être fermée un moment, et à partir de ce moment-là, on peut rentrer dans un système où la sûreté à très long terme est assurée. Mais on en sait David rien. Boilet, Alors, il y David a Boilet aussi voulait un intervenir. problème sur les volumes. C'est-à-dire que si c'est 1 ou 2 colis, ou pour reprendre ce mot que je déteste de colis, parce que ce n'est pas des cadeaux, c'est de fûts de déchets qui posent problème, je suis d'accord qu'ils vont peut-être pouvoir aller leur prendre si les générations futures décident d'aller le chercher. Mais si c'est 50% de ce qui est enfoui, par exemple, qui pose problème parce que le concept même n'était pas correct, là, ça sera plus possible parce qu'il n'y a pas de plan B. Ça va coûter des sommes phénoménales. Et donc, la décision, ça va être, il vaut mieux le laisser là-dessous, même si ça pose problème, parce que ça va être pire de les retirer. Là, aller rechercher 1 ou 2 colis, peut-être le remballer, le remettre dans l'alvéole d'à côté, ça reste réaliste. Mais si c'est le concept même qui pose un problème, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu et qu'il faut aller rechercher un pourcentage assez élevé de ce qui a été mis dans le mur, ça ne sera pas possible. Et donc ça aussi, il y a une réelle limite là-dessus parce qu'il n'y a pas de plan B. Je vous rappelle, pour le moment, c'est enfouissement, enfouissement ou enfouissement. Et on n'a rien prévu d'autre. Non, Et il n'y a pas d'autres sites. Donc et s'il faut aller rechercher un 20%, 50% de ce qu'il y aura d'enfoui, ça ne sera pas possible. Donc il ne faut pas non plus se leurrer, et même en dessous de 100 ans. Ce ne sera pas possible. Non, parce qu'on n'aura pas de solution. Ça dans va les- coûter dans des les 100 sommes. années à venir. Ça va dans les 100 ans. Je parle des 100 ans. Je parle même Là, avant monsieur la Labalette n'est fermeture. pas d'accord avec vous. Parce qu'il n'y aura pas de solution alternative d'entreposage, parce que de toute façon, celle-là, on ne l'a pas vue. Alors, vous n'êtes pas en train de dire on ne peut pas le faire, c'est on peut le faire, mais on ne saura pas quoi en faire. Voilà, on ne saura pas quoi en faire, on n'aura pas les moyens financiers, parce que, comme ça a été dit, de toute façon, la charge financière sera aux générations futures. Si elles décident d'aller reprendre une grande partie du stockage, elles devront payer, parce que ça, c'est pas prévu. Elles devront trouver une solution alternative, parce que c'est pas prévu. Et donc, ce sont des obstacles qui sont énormes pour les générations futures. Donc, parler de réversibilité dans ce niveau-là, c'est pas réaliste. Pour 1 ou 2 colis qui posent problème, j'y crois. S'il faut aller rechercher 10, 20, 50% du site, ça ne sera pas possible. Thibault Labalette de l'Andra. Je voudrais apporter un commentaire. Je pense que le cas de figure que vous abordez, c'est vraiment un cas de figure extrême où on se serait complètement trompé au départ, effectivement, dans nos concepts. Et au bout d'un moment, on se pose la question, est-ce qu'il faut ressortir une large partie de l'inventaire des déchets radioactifs ? Alors déjà, sur le plan technique, c'est vrai que ça serait une opération longue. Je pense qu'il faudra à peu près autant de temps pour les ressortir qu'on a mis pour les stocker. Après, pas de solution en surface. Construire un entreposage en surface, ça prend quelques années. Donc, je pense que techniquement, on saurait faire. Moi, je voudrais appeler l'attention sur le fait que ce stockage, il va se réaliser de manière très progressive. J'ai dit 2025, si on est autorisé, si tout se passe bien, peut-être un premier colis de déchets radioactifs stocké. Ce que l'ONDRA propose, c'est que dès 2030, on fasse un premier point sur cette phase de démarrage pour voir comment ça s'est passé, vérifier que tout se passe bien, avant de passer à l'étape suivante. Et ensuite, dans la vie d'une installation nucléaire, les stockages, c'est comme les centrales nucléaires, au moins tous les 10 ans, on a des points complets, des check-up complets qu'on appelle des réexamens de sûreté. Donc l'exploitant, l'ONDRA en l'occurrence, met à jour son dossier de sûreté sur la base de toutes les informations qu'elle a capitalisées pendant l'exploitation du stockage. Et ce dossier, il est réévalué par l'autorité de sûreté nucléaire avec ses appuis techniques, en particulier l'IRSN. Ce qui veut dire que se dire que dans 100 ans, on fait complètement machine arrière, alors effectivement, c'est un scénario assez extrême, mais ça veut dire que non seulement on se sera trompé en 2015, mais on se sera trompé en 2030, en 2040, en 2050, en 2070, en 2080, etc. Et moi, je pense que dans cette approche progressive, c'est clair que la décision de commencer à construire le centre de stockage, elle est importante et qu'il faudra qu'on apporte tous les éléments qu'attendent les évaluateurs pour prendre cette décision. Ça, c'est pas aujourd'hui. C'est la période qui s'ouvrira en 2015 et qui durera plusieurs années. Et après, il faut bien voir que cette installation, elle va être contrôlée périodiquement et qu'on pourra bien acter le passage à la phase suivante. François Bénus voulait intervenir. Oui, juste un point IRSN. sur les 100 ans, c'est vrai, qui était la question initiale. Les 100 ans, j'ai jamais trouvé dans les dossiers, ni dans les textes de la loi, il n'y a pas vraiment de justification. La seule que je connaisse à l'époque, qui était discutée, c'était effectivement le fait qu'il fallait quasiment autant de temps pour ressortir tous les colis que de les mettre. Comme une phase d'exploitation, à peu près, c'est une cinquantaine d'années, un demi-siècle à peu près, pour gérer les colis qui étaient dans l'inventaire. Il fallait à peu près
provisionner autant de temps pour les retirer. On est arrivé à l'idée du siècle. Je ne sais pas si dans les débats, in fine, c'est ça qui était retenu, mais c'était vraiment une idée à l'époque avancée qui était finalement simple. Et là, on est dans le cas du scénario extrême. C'est-à-dire, pendant 50 ans, on n'a rien vu, et à 50 ans, il faut tout retirer. Alors, je suis d'accord que ça poserait effectivement des problèmes de financement. Le problème, quand même, c'est est-ce qu'il faut aujourd'hui prévoir un financement pour ça ? Ça, c'est une vraie question. Moi, je suis un peu d'accord avec Thibault Lavalette. Ça me paraît plus raisonnable des approches par étapes vraiment prudentes, où si ça commence à aller mal, il n'y a pas tout à retirer. C'est-à-dire, vaut mieux pas les mettre si ça commence à aller mal. Si après 50 ans, ça va mal, on peut imaginer effectivement qu'il y a quelque chose qui a été loupé au début. Donc, maintenant, c'est une décision qui enfin, appartient à la société, je pense, de savoir s'il faut financer ça ou pas, quoi. David Boilet, vous Alors, voulez parler? Imaginez même avec cette procédure d'étape qu'au bout de 5 ans, on se rend compte que la solution ne marche pas. Vous vous rendez compte, la décision difficile, ça veut dire abandonner des années de recherche, abandonner le seul site. C'est une décision qui est quasiment impossible à prendre. En plus, dans le contrat d'objectif entre l'ANDRA et l'État, l'ANDRA a dit qu'une de ses missions, c'est de favoriser l'exportation de l'industrie nucléaire française. Et donc, ça serait un camouflet terrible pour l'ANDRA, pour toute l'industrie nucléaire française. Donc ça veut dire avec des conséquences phénoménales. Et donc c'est difficile à imaginer que même si après c'est prudent et on se rend compte que ça ne va pas, on décide d'aller tout retirer et on n'a pas de solution de plan B. Et donc on abandonne tout ce qui a été fait depuis des années. C'est quasiment impossible à concevoir. Donc cette démarche prudente, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que dans les faits, ça n'est pas possible parce qu'il y aura de telles contraintes externes on va toujours tergiverser, trouver des oui, mais c'est pas si dangereux, gna gna gna. Et à la fin, même cette démarche prudente, si aller chercher 1 ou 2 colis, ça marche. Si on se rend compte qu'au bout de 5 ans, on s'est complètement planté, ça sera pas possible de revenir en arrière. Il y a quelqu'un qui pose la question d'aller chercher des colis, mais dans un sens un petit peu positif. C'est Clément Camincher de Grenoble qui dit on parle souvent de déchets scellés, vitrifiés dans des colis hermétiques. Si un jour on arrivait à développer des techniques d'élimination des isotopes radioactifs, est-ce qu'à ce moment-là on pourrait réextraire ces éléments des colis et est-ce qu'on sait déjà le faire? François Bénus, peut-être vous voulez répondre? On ne sait pas extraire des colis une fois qu'ils sont incorporés dans la... Il faudrait... enfin, en tout cas, il n'y a pas les techniques disponibles à l'heure actuelle. Donc, on peut imaginer le redissoudre, mais on revient à la case départ, quoi. C'est-à-dire qu'on redissout les actinides qui sont dedans. Et encore une fois, les passer en transmutation, ces opérations lourdes. Oula, il va falloir me parler plus simplement, parce que non, moi je ne suis pas physicienne. En gros, l'idée de redissoudre les radionucléines, d'accord, de redissoudre les déchets, de récupérer la part qui est transmutable, puisqu'il parlait justement d'une évolution, d'une élimination en fait par ce système-là. D'un point de vue technique, c'est très compliqué. C'est pas tout à fait infaisable, mais c'est très compliqué. D'un point de vue économique, ça serait extrêmement important. Et ça ne résout pas le problème du risque lié à ces déchets, parce que ce ne sont pas nécessairement ces matières qui seraient éliminables par transmutation qui représentent finalement le danger principal à long terme pour le stockage. Donc on ne se retrouverait pas avec ce type de matière, de procédés industriels. Ça ne procurerait pas un gain in fine sur la sûreté d'ensemble de la gestion des déchets. Le gros problème, en fait, sur lequel on bute, c'est qu'effectivement, que, bien sûr, on dit on va se donner des rendez-vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va effectivement être capable de déceler à ce moment-là s'il y a vraiment un problème? Et si, même si on se donne rendez-vous 5 ans, 10 ans, etc. Et si par hasard, c'est justement à 40 ans qu'on voit le problème, on sera pas du tout, ça sera pas du tout très facile. Et honnêtement, la question qui est posée, est-ce qu'on peut traiter des verres pour changer? Ça, c'est clairement, c'est vraiment des sommes d'argent importantes et c'est quasiment impossible.
Et Alors, je donc, voudrais finir voilà. par une dernière question, qui est une question un peu plus ouverte et une question peut-être plus politique et sociétale. Qui nous est arrivée à l'instant par SMS, est-ce que la réversibilité ne serait pas là juste pour faire accepter l'enfouissement? C'est une critique qu'on vous a fait souvent, j'imagine, Monsieur Le Valette. Ouais. Moi, Qu'on a fait à l'Andra, en tout cas. ça fait 7 ans que je travaille à l'Andra. Je suis arrivé après le vote de la loi 2006. Et depuis 7 ans, je trouve que cette question de réversibilité, elle est passionnante parce qu'en fait, c'est une façon de parler du projet, de rentrer du projet. Et on voit ce soir, quand on a parlé de réversibilité, on a abordé toutes les questions de sûreté, les questions de surveillance, les questions de contrôle, les questions d'inventaire, les questions de responsabilité, des questions éthiques, des questions de gouvernance. Et donc pour moi, cette réversibilité, c'est vraiment le vœu le plus cher, le plus important que je voudrais exprimer ce soir. C'est une notion riche qu'il faut creuser. Nous, on arrive avec des propositions. J'ai bien entendu un certain nombre de choses qui ont été dites ce soir. On a beaucoup parlé de la surveillance, de l'importance du contrôle qui sera mis en place. Et je souhaite vraiment qu'on ait le maximum de retours sur nos propositions pour les enrichir en vue de la future loi qui définira les conditions de réversibilité. Une dernière réaction en forme de conclusion, peut-être pour chacun d'entre nous. Donc, David si la Boilet, réversibilité, d'abord. c'est si merveilleux, pourquoi vous n'avez pas conçu le centre de stockage pour les FAVL, faible activité vie longue, de façon réversible? Et la notion de réversibilité n'apparaissait jamais. Il y a 2 ans de ça, donc après la loi de 2006. Donc, je ne comprends pas cette logique. Parce que la réversibilité d'un centre de stockage qui est en surface ou à 15 mètres de profondeur ne présente pas les mêmes enjeux technologiques qu'une réversibilité à 500 mètres de profondeur pour des déchets les plus radioactifs. Sauf que pour les centres en surface, on vient juste de dire qu'on ne pouvait pas aller rechercher parce qu'ils n'ont pas été conçus comme étant réversibles en On surface. n'a pas dit qu'on ne saurait pas faire ce centre de Bah, stockage de la Manche. On va pas On a dit que refaire ce le n'était pas débat. intéressant de le faire. Là, Voilà, je vais vous donc- demander un petit peu de conclusion en élargissant un petit peu notre sujet, puisque là, Je pense c'était que une réflexion plus sociétale. Oui, La Madame Monique Sonnet. réversibilité, de toute façon, ça change tout de même la façon dont on va faire le stockage. Et pour moi, c'est un peu difficile d'avoir un débat sur CIGEO sans avoir défini justement cette réversibilité et en compagnie justement des personnes qui posent des questions. Et ça mérite d'être bien vu pour pouvoir, si on veut faire une loi sur la réversibilité, avoir quand même un certain nombre de réponses à toutes les questions. Or, on ne les a pas pour le moment. Et je pense qu'il y a encore des études à faire avant de mettre le moindre colis par le fond. La réversibilité fait-elle passer l'enfouissement? C'était Je pense là-dessus que j'aimerais que vous concluiez aussi. À l'origine, François Bénus. je l'avais dit au début, mais à l'origine, c'est effectivement une disposition qui a été rajoutée, on le sait, dans les derniers moments de l'élaboration de la loi de 91, et qui, je ne dirais pas que c'est pour faire accepter l'enfouissement, mais en tout cas, ceux qui ont préparé la loi savaient qu'un stockage sans provision de ce type-là serait certainement inacceptable. Mais à l'époque, ça a été fait, c'était purement... Enfin, c'était une décision politique qui n'avait pas de corps technique. Et moi, je pense que c'est finalement une idée excellente pour la sûreté de l'installation et qu'il faut prendre cette chance finalement de prendre finalement une suggestion qui a été faite par des politiques, les prendre vraiment en compte, leur donner un corps technique, parce que in fine, c'est, je pense, ça ajoute au principe de précaution, ou en tout cas à la prudence nécessaire pour concevoir un stockage et l'exploiter. De se donner le temps. Et puis de bien en définir toutes les conditions. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à tous nos intervenants d'avoir participé. Merci beaucoup aux internautes qui nous ont envoyé toutes leurs questions. Notre prochain débat portera encore sur un thème très, très intéressant et très pointu, puisqu'il porte sur les risques et la sécurité pour les salariés du site, les citoyens et l'environnement. Rendez-vous donc mercredi prochain à 19h. Dans l'intervalle, on reçoit bien sûr toujours toutes vos questions sur ce thème sur le site du débat public. Merci encore et à mercredi prochain 19h.